Bonjour à toutes et à tous. Alors cette réunion d'aujourd'hui, à son origine, on peut dire qu'il y a un constat qui est que l'année 2014 va être marquée par les travaux concernant la loi programme sur la transition énergétique. Il y a eu d'abondants travaux préparatoires et bien entendu, il apparaît que le fil directeur de cette loi doit nous orienter dans une vision à long terme, caractérisée par la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre et singulièrement les émissions de CO2 dues à l'utilisation d'énergie à horizon 2050. Objectif extrêmement ambitieux, d'autant que, comme vous le savez, en matière d'émissions de CO2, la France est parmi les meilleurs pièges, ne le cédant dans l'Union européenne qu'à la Suède, qui, pour des raisons géographiques, de disponibilité de ressources, est un peu meilleur que nous, mais sinon nous sommes les plus sobres en émissions de CO2. Donc, dans une vision à long terme, très clairement, la maîtrise des émissions de CO2 sera l'objectif central. En septembre 2013, le président de la République a fait une intervention sur la transition énergétique et il a notamment indiqué qu'un point d'étape qui lui paraissait convenable serait la réduction d'un tiers des consommations de combustibles fossiles à l'horizon 2030. Derrière cette volonté, il y a évidemment deux préoccupations. La préoccupation CO2, puisque c'est bien la combustion des combustibles fossiles qui provoque les émissions de CO2, et puis aussi le souci de maîtriser l'équilibre de la balance commerciale, puisque l'importation de matières premières énergétiques pèse extrêmement lourd sur cet équilibre très clair. Dans ce contexte, il peut paraître assez surprenant qu'une réglementation thermique toute neuve concernant la construction nouvelle ne fasse absolument pas référence dans ses critères aux émissions de CO2. Compte tenu de l'objectif fixé pour 2030 par le président de la République, il peut paraître aussi quelque peu surprenant que cette nouvelle réglementation thermique a conduit à un renouveau des solutions gazières au détriment de solutions électriques a priori peu carbonées. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le président de la République avait aussi insisté sur la nécessité de faire une diversification du mix électrique. Si on veut ne pas émettre plus de CO2 qu'aujourd'hui par le système électrique, qui est évidemment une nécessité, cela signifie qu'en complément de ce qui restera du nucléaire, on aura des énergies renouvelables, dont un bon paquet d'énergies intermittentes. Et ça, il va falloir savoir le gérer. On a mis sur vos tables quelques graphiques qui montrent aujourd'hui, par exemple, comment varie à l'intérieur d'une journée la production d'électricité éolienne. À l'intérieur de la même journée, on peut avoir des excursions dans un scénario qui s'appelle le nouveau mix, 40 gigawatts d'énergie éolienne, des excursions qui pourraient être de l'ordre de 15 à 17 gigawatts, ce qui est évidemment considérable. Je rappelle pour mémoire que nos capacités de régulation des réservoirs hydroélectriques, la puissance est de 11 gigawatts. Et que donc ceci impliquerait, même à supposer qu'on mette toute la régulation hydraulique en marche, une régulation par du thermique émetteur de CO2. Et donc il va y avoir dans les années qui viennent un problème central, qui est celui de la contribution de la consommation d'électricité, et notamment de la consommation domestique, à la régulation de l'équilibre production-consommation d'électricité. Et ça, c'est une piste qui est absolument à creuser,
Et lorsque vous dites, au fond, prioritairement, c'est la rénovation de l'existant qui est la priorité, je vous suis très volontiers du point de vue énergétique. Par contre, du point de vue de préparation de l'avenir, là, je ne vous suis pas, car le logement neuf, c'est vraiment le laboratoire, la vitrine des solutions d'avenir, et notamment sous l'angle de contribution du bâtiment à la régulation d'un système électrique qui sera soumis à des aléas de plus en plus précis. Et là, je rejoins mon ami Gazier en disant que la rénovation de l'existant est un enjeu quantitativement bien plus majeur que ce qui peut être fait sur la construction neuve. Sur la construction neuve, j'ai insisté sur l'aspect laboratoire vitrine de solutions innovantes, qui me semble absolument essentiel au-delà des enjeux énergétiques, mais sur l'existant, la rénovation est quelque chose évidemment de fondamental pour nos objectifs. Eh bien, comme le suggérait Jean-Claude Lenoir, il est clair que des dispositifs bi-énergie, dans lesquels on utilise comme capacité de stockage de l'électricité de fait les réservoirs de gaz, sont porteurs d'avenir. Mais ça ne peut être fait sur une échelle suffisante, au-delà des bricolages que l'on peut faire, ça ne peut être fait sur une échelle suffisante que s'il y a un dispositif tarifaire incitatif qui permet de promouvoir ce type d'applications qui peuvent être des pompes à chaleur en relève de chaudière, peut-être demain des chaudières bi-énergie, électricité, gaz, en rénovation, j'insiste bien, pas dans le neuf, parce que ça serait trop coûteux comme investissement. Bon, alors, ce système JP, pourquoi est-il en extinction? Ben pour une raison très simple, c'est qu'on a coupé EDF en morceaux. Et qu'à l'époque où EDF était une entreprise intégrée, on pouvait cumuler l'intérêt de l'interruptibilité pour le producteur, pour le transporteur et pour le distributeur. Et aujourd'hui, les choses sont traitées de façon tronçonnée. Et il est évident que le producteur à soi seul, sous peine de perdre beaucoup d'argent, n'est pas capable de bâtir un tarif incitatif de type EJP. Et qu'il faudrait savoir cumuler les avantages que l'on peut avoir aussi en réseau. ERDF a dit longuement, autrefois, que EJP n'intéressait pas tellement parce que ces problèmes de réseau qui sont réels ne sont pas synchrones forcément avec les problèmes de production. Mais il n'en demeure pas moins que le point important, c'est que le client soit interruptible, enfin partiellement interruptible. Et qu'à ce moment-là, chacun des partenaires, le producteur et le distributeur, peuvent se partager l'avantage de cette interruptibilité. Le producteur n'a pas besoin de 22 jours par an d'interruptibilité. Et donc, il peut y avoir un foisonnement de l'intérêt de cette interruptibilité. Ben, ceci reste à monter. Et à quoi ça aboutirait? À une option interruptible du tarif d'acheminement, fonctionnement, avec une option interruptible sur la fourniture d'électricité. Ben, ceci, ça reste à construire. Ça reste à construire et, sans vouloir paraître EDF canal historique, je pense que la déréglementation et la vivisection de l'entreprise a eu des conséquences fâcheuses sur sa capacité à proposer des solutions attrayantes pour favoriser ce développement que Jean-Claude Lenoir appelle le CGE. Oui, excusez, j'étais un peu long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, de l'intérêt de la politique de compteur intelligent dont on parle, sur laquelle les décisions rapides devraient être prises. Il n'y a que 10 ans qu'on en parle. Effectivement, c'est une question essentielle qui procède avec une sage lenteur et qui, en fait, ne portera ses fruits que si elle est accompagnée d'évolution des structures tarifaires permettant de les valoriser. Bon, c'est un chantier qui va s'ouvrir. Alors, je crois qu'on va devoir vous libérer. Oui, juste un mot pour revenir à ma réflexion sur les technologies nouvelles. Je pense que ce que je vais dire, et certains d'entre vous le savent, nous allons dans 15 jours avec Jean-Yves Ledéo à Munich pour voir l'utilisation à l'échelle industrielle d'un grand ballon d'eau chaude. Il y a des technologies de ce genre, il y a des pays plus en pointe que d'autres. Alors nous,
c'est la pédagogie de saint Thomas, on en entend parler, on va y aller voir. Oui, mais j'observerai simplement que les Allemands ont privilégié le chauffage de l'eau directe, et donc ont condamné de fait l'accumulation, et que ce serait maintenant assez étonnant que pour faire de la régulation du système électrique, ils mettent des gros ballons d'eau chaude, alors que nous en avons un paquet. Je rappelle pour mémoire que la puissance installée en chauffe-eau électrique est de 30 gigawatts. C'est-à-dire que, hypothèse de rêve, on saurait utiliser à plein toute cette masse de manœuvre, on pourrait faire face à horizon 2030 aux 15 gigawatts de modulation annuelle aléatoire de l'éolienne à l'intérieur de la journée. Bon, c'est un rêve un peu extrême, mais les ordres de grandeur y sont.